7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et je reçois Philippe Descola, le grand anthropologue. Merci d'être là. Il faut que je vous présente. Vous êtes professeur émérite au Collège de France, médaille d'or du CNRS. Et on vous doit une œuvre extrêmement ambitieuse, une anthropologie où vous distinguez non seulement les formes humaines et les formes non humaines, mais aussi vous remettez en cause, on va en parler dans quelques instants, un certain nombre de catégories qui nous semblent évidentes, comme par exemple la répartition entre nature et culture. Mais avant, puisque vous publiez un ouvrage ambitieux sur les formes du visible aux éditions du Seuil, l'une des formes du visible, c'est le cinéma avec certains visages qui nous parlent. Celui de Belmondo, il vous parle, Philippe Descola? Oui, il m'a accompagné toute ma vie, depuis la découverte émerveillée des films de Godard, Pierrot le Fou, À bout de souffle, jusqu'à des nanars assez marrants comme L'homme de Rio, et des choses comme ça. C'est des films très divertissants et d'une certaine façon, même si les anthropologues se méfient un peu des stéréotypes nationaux, il est difficile de ne pas voir en Bébel, dans sa gouaille un peu bravache, une sorte de manifestation d'esprit français, le gascon, le mousquetaire, etc. Enfin, ce qu'on aime à penser comme étant l'irrévérence espiègle, en quelque sorte, de l'esprit français. Philippe Descola, effectivement, vous vous méfiez de beaucoup de choses, et notamment, parmi les différentes choses qui ne vous paraissent pas aussi évidentes qu'on pourrait le penser, il y a cette répartition entre nature et culture, un distinguo qui, pour vous, doit être remis en cause. Expliquez-nous pourquoi. Les anthropologues sont d'abord, au départ, des ethnologues, des ethnographes, et donc ils vont très loin pour éprouver dans leur mode de pensée, aussi dans leur corps, l'expérience de l'étrangeté et de l'altérité. Et mon expérience de terrain en Amazonie chez les Achuar m'a montré que effectivement les Achuar ne faisaient pas de distinction entre nature et société, puisque ce que nous appelions nature, les plantes, les animaux, mais aussi des esprits, etc., étaient des personnes avec lesquelles ils échangeaient au quotidien. Et c'est une chose, au fond, qui, au fil du temps, m'est apparue de plus en plus évidente à mesure que je progressais dans l'ethnographie des autres. Et donc, ce que j'ai fait, c'est simplement systématiser une sorte d'ébranlement de mes catégories. J'étais un philosophe au départ, et donc j'avais sucé le lait, en somme, de la distinction entre nature et culture, d'autant que j'étais l'élève de Lévi-Strauss, donc c'était où cette opposition joue un rôle important. Il a toujours pris soin de préciser que c'était une opposition méthodologique et pas principielle ou ontologique, mais elle jouait un rôle important. Et en fait, elle n'était pas inscrite, je rebondis sur le mot ontologie, elle ne participait pas de l'être des choses, mais plutôt de leur représentation. Oui, d'une manière de classer pour lui des phénomènes, des morceaux de mythes, etc., de façon à les répartir dans des systèmes contrastifs qui étaient organisés autour de l'opposition entre nature et culture. Et l'expérience d'une société qui vivait fort bien sans cette opposition a conduit à m'interroger sur sa pertinence d'une manière plus générale. Et au fond, c'est ce que font les anthropologues lorsqu'ils poussent un peu plus loin les intuitions ou les enseignements qu'ils ont reçus sur le terrain et qu'ils les systématisent. Donc j'ai passé ma vie à systématiser, au fond, ce premier choc. Et alors, ce que l'on découvre dans vos œuvres, Philippe Descola, ce sont d'autres manières de voir les choses. Et quand je dis d'autres manières de voir les choses, ce sont vraiment d'autres manières d'organiser l'univers. Alors, vous évoquez par exemple, dans votre dernier ouvrage, Les formes du visible, publié aux éditions du Seuil, des civilisations qu'on dit totémiques. Alors, vous allez nous définir ce qu'est le totémisme. Et alors, dans ces civilisations, par exemple, on peut mêler au sein d'une même catégorie des humains, des carottes sauvages, des varantes, des cacatoès. Comment expliquer cela, Philippe Descola? C'est un mystère pour beaucoup de grands esprits depuis la fin du XIXe siècle, lorsque les premières ethnographies sérieuses sur les aborigènes australiens ont commencé à circuler. Tous les grands esprits de Freud, Durkheim,
Roheim et bien d'autres se sont dit, mais c'est vraiment très bizarre. Et c'est en effet un système qui, pour nous, est très contre-intuitif, puisque il est fondé sur le partage à l'intérieur d'une classe nommée qui réunit des humains et des non-humains, de certaines qualités, de certaines caractéristiques assez générales, qui diffèrent d'autres qualités ou caractéristiques qui sont le propre d'autres classes d'humains et de non-humains. Et donc, il y a une identité ontologique de chaque classe qui est fondée... Une unité ontologique, je le rappelle aux auditeurs. Une identité, disons, tout simplement, si vous voulez. C'est-à-dire les caractéristiques de cette classe sont partagées par des humains et des non-humains. Or, l'habitude que nous avons en Europe depuis au moins Aristote de penser les identités à partir de la forme rend difficilement concevable un tel système. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est l'un des plus contre-intuitifs qui soit. Mais ce qu'il importe de noter aussi, c'est que ces qualités sont transmises par une sorte de prototype. Alors, on appelait ça jadis un totem, et ce prototype a déposé ses qualités dans des sites, et ces qualités viennent s'incorporer progressivement dans ou génération après génération, si vous voulez, dans les humains et les non-humains de la classe. Voilà. Mais alors, Philippe Descola, vous qui êtes un grand anthropologue, votre métier, c'est un peu de nous apprendre que finalement, des choses qui nous paraissent évidentes sont en réalité profondément relatives et dépendent de la société dans laquelle on vit? Oui, bien sûr. Certaines choses sont très relatives, notamment la façon dont on voit le monde, c'est-à-dire dont on va sélectionner dans le monde. Tout le monde voit le monde, bien sûr, parce qu'on a tous les humains ont le même système perceptif. Mais ce que l'on va voir dans le monde dépend des accroches que les objets du monde nous proposent en fonction de nos habitudes de socialisation, etc. Et donc, le mobilier du monde, si vous voulez, c'est pour ça qu'on veut parler d'ontologie. Le mobilier du monde n'est pas le même, non seulement parce que les objets diffèrent, mais parce qu'il y a des choses qui sont dans ce mobilier significatives ou plus significatives ou pas. Et la figuration, qui est l'opération qui m'intéresse dans ce livre, eh bien la figuration consiste à rendre visible cette ossature. Mais alors, justement, parce que ce que l'on ne comprend pas, Philippe Descola, et je crois que c'est Poincaré qui disait que si nous avions des yeux de mouche, on aurait construit une autre géométrie, mais nous avons tous, nous humains, nous avons tous les mêmes yeux. Comment cela se fait-il que l'on ait abouti à d'autres tableaux, qu'il y ait d'autres représentations chez les Indiens hachoirs qui vous sont chers, chez les peintres impressionnistes? Bref, comment expliquer cette multiplicité de formes de représentation? Parce que cette ossature du réel, elle est perceptible chez autrui. Comme je ne peux pas m'installer dans votre tête ou dans votre cœur, je ne sais pas ce que vous voyez. J'imagine qu'on partage certaines choses en commun, que nous voyons les mêmes choses dans le studio, mais avec un hachoir, par exemple, qui est à côté de moi, au bord d'une rivière, moi je vois un paysage parce que tout d'un coup, il y a une perspective assez lointaine, il y a un horizon, je sors de la forêt et je vois un paysage qui est, au fond, déjà porté en moi par l'habitude que j'ai des marines hollandaises, des choses comme ça. Et mon ami hachoir à côté de moi voit tout à fait autre chose. Donc, ce qui, dans ce que nous voyons l'un et l'autre, est pertinent, va différer. Alors, les façons de restituer, au fond, ce qui est pertinent, elles sont fondées à la fois sur le contenu même, c'est-à-dire, et comme l'axe que j'ai pris, c'est celui des continuités et des discontinuités entre humains et non-humains, c'est-à-dire la façon dont on va représenter des animaux, des plantes, et les rapports entre humains et ces êtres. Et puis, c'est fondé aussi sur des choix de construction d'espace qui sont alors pour les représentations en 2 dimensions, qui sont des constructions géométriques. Par exemple, je pense que ça c'est quelque chose qui est très important. Nous avons été l'une des rares civilisations dans le monde à vouloir non seulement émuler la vision humaine dans nos figurations, mais aussi à adopter un point de vue unique. Un point d'observation unique. Ce n'est pas uniquement la perspective qui rend cela possible, c'est visible dans beaucoup d'autres figurations. Or, ça tranche, par exemple, avec la figuration médiévale, où les points de vue sont multiples. Ça tranche avec, en fait, toutes les autres formes de figuration dans lesquelles on s'attache à montrer toutes les facettes d'un être
et donc pas simplement la vue qu'on peut en prendre en le regardant à la manière de la vision. Et alors, en tenant les formes du visible, ce livre que vous publiez au Seuil, Philippe Descola, un livre comme on en tient peu en une année, je me suis dit, finalement, ce que vous avez fait, c'est un peu un anti-Malraux. Malraux a publié le musée imaginaire. Le musée imaginaire, c'était l'idée finalement qu'un fétiche pouvait être mis en correspondance avec une photographie de Man Ray. Autrement dit, qu'il y avait une forme de communication entre les différentes civilisations. Vous nous dites dans ce livre qu'il y a différentes manières de voir. Il y a différentes manières de voir que l'on peut organiser de façon contrastive, c'est-à-dire, par exemple, ce qui est important dans ce que j'ai appelé l'animisme, cette façon de percevoir les choses et de les systématiser que j'ai découverte chez les Achuar et qui est très commune en Amazonie et dans d'autres parties du monde. Ce qui importe, c'est la commutation entre l'intériorité et la dimension physique. C'est-à-dire de faire voir que l'on peut changer de perspective en examinant un être du point de vue de ce que l'on pense être sa subjectivité, son âme, qui est souvent représentée à la manière d'un visage humain, et puis les caractéristiques physiques et corporelles. Et donc tous les dispositifs qui permettent cette commutation sont employés, dans les masques notamment. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment important pour la figuration que j'appellerais naturaliste, celle qui émerge en Europe à partir du XVe siècle, qui est au contraire attaché à figurer la peinture de l'âme, les limitations de la nature, etc. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsque je regarde, par exemple, un ours blanc en ivoire qui a été confectionné par des peuples premiers au Canada? Si je le trouve très beau, est-ce que ça veut dire que je ne le trouve pas beau pour les mêmes raisons que ce peuple premier? Est-ce que je me mens à moi-même? Est-ce que finalement je dis cela parce que j'appartiens à ma société et on considère que aujourd'hui les arts des peuples premiers ont le même niveau de dignité que je ne sais pas, une sculpture de Mayol, Philippe Descola? Alors, vous posez une question très difficile qui sont au fond les fondements d'une esthétique générale, qui n'est pas du tout l'objet de ce livre. C'est pourquoi certaines choses nous émeuvent, dont on ne comprend pas nécessairement la signification ou les conditions de production de certaines images, et d'autres moins. Peut-être une petite anecdote à ce propos. Breton avait regardé dans un musée américain un masque, les parures d'une population de Nouvelle-Guinée qui s'appelle les Sulcas. Et il avait dit qu'il était absolument ébloui et profondément ému, en somme, par cette image. Or, les Sulcas cherchent en fait à émouvoir et impressionner le public, à tel point que si l'on est trop impressionné, on est en droit d'exiger un paiement de la personne qui a fabriqué ce masque. Autrement dit, on fait payer le prix de l'émotion. Donc l'émotion est là, bien sûr, mais elle n'est pas toujours transmissible parce que ce que nous voyons dans les vitrines de musées, ce sont des objets inanimés. Alors que la puissance d'agir de ces images, elle n'est visible que la plupart du temps dans des circonstances rituelles. La plupart des images avant la Renaissance étaient des images rituelles. Et c'est hors du contexte où elles ont produit, où elles agissent, elles sont un peu endormies. Mais alors, justement, si on continue dans votre travail d'anthropologue, Philippe Descola, lorsque vous discutiez avec des Indiens Achuar, est-ce que vous considériez que vous aviez un monde commun, mais celui-ci était divisé par des représentations différentes? Ou est-ce que finalement, eh bien, je ne sais pas, au travers des émotions, si on considère que les émotions sont identiques, ou à travers d'autres permanences, parce qu'il y a chez les anthropologues la certitude qu'il y a des permanences chez les êtres humains, eh bien vous réussissiez à comprendre cet homme qui ne venait pas de la même civilisation que vous.
Ah bah, si c'était impossible, aucune ethnographie ne serait possible, bien sûr. Et donc, si l'on va sur le terrain, c'est qu'on suppose, bien sûr, que nous avons des choses en commun. Et je pense que ce que vous évoquez en premier lieu, à savoir les émotions, est tout à fait central. Et d'une certaine façon, c'est un peu un paradoxe que les ethnologues, qui sont en général des jeunes gens, hein, qui s'apprêtent à faire leur thèse, qui vont sur le terrain pendant quelques années, découvrent toute la gamme des émotions, c'était mon cas, euh, sur le terrain, c'est-à-dire la haine, la vengeance, l'amour fou, les choses comme... Enfin, l'amour fou, la jalousie, l'adultère. Qui sont des universels, Qui sont des choses oui, humains. Alors, il faut prendre ce thème d'universel avec beaucoup de prudence. Et c'est des manifestations d'affect que l'on retrouve dans des circonstances très différentes, déclenchées quelquefois par des circonstances très différentes. J'en prendrai qu'un, par exemple, c'est le deuil. Ce qui est très frappant en Amazonie, mais en particulier chez les Achuar, c'est qu'il y a une sorte de mouvement contradictoire entre la peine que l'on ressent face à la disparition d'un proche et qui se manifeste au moment de sa mort, et la hantise que ce mort va vous attirer dans son monde et vous faire devenir comme lui. Et donc, à la différence de notre civilisation, les morts sont bannis. Il faut les sortir de la vie quotidienne. Et les chants que l'on prononce sur le cadavre du mort sont absolument pathétiques, parce qu'ils consistent à dire « va-t'en, je ne veux plus jamais t'entendre, ne viens jamais me voir dans mes rêves, etc. » Et donc cette forme du désespoir et du deuil, elle prend une allure complètement distincte de celle qui nous est familière. Je vous regardais tout à l'heure, Philippe Descola, pendant les informations. Il était question de Jair Bolsonaro et de son rôle au Brésil, un rôle plutôt néfaste. Bien sûr. Il faut le dire. Que vous inspire la situation en Amazonie, vous qui n'avez cessé de défendre la nature, et puis aussi justement de distinguer dans la nature ce qui relevait de la culture des hommes? Ben, c'est pas simplement la nature. L'Amazonie, c'est une forêt qui est largement anthropique, hein, qui a été fascinée au fil des millénaires par les pratiques culturelles des Amérindiens. Donc lorsque l'on détruit l'Amazonie, on détruit leur milieu de vie, déjà. Et puis, il y a cette circonstance en ce moment dramatique. C'est pour ça que les populations d'Amazonie sont en train de manifester, toutes les populations d'Amazonie brésilienne sont en train de manifester à Brasilia. C'est le recours devant la Cour suprême qui va transformer profondément les conditions de jouissance et d'attribution de zones réservées pour les populations amérindiennes, et qui va donc, si malheureusement la Cour suprême rend un jugement dans ce sens, va ouvrir complètement toutes les zones protégées des Amérindiens et les zones naturelles aussi à l'agrobusiness brésilien. C'est donc une situation absolument dramatique. Hein. Il faut en prendre conscience. Hein, alors, donc, est-ce que vous pensez qu'il y a justement la possibilité d'imaginer un retour en arrière? Est-il possible de guérir cette situation, ces blessures qui sont infligées à la fois à ces lieux et à ces peuples? Ce qu'une loi fait, une loi le défait déjà. Donc on peut lorsque après la dictature brésilienne, des transformations profondes ont été introduites, notamment le fait de nommer un procureur général qui représente les Indiens. Les choses ont beaucoup changé pour les Amérindiens. Donc, il y a une question juridique, mais il y a aussi la question de l'appui que la communauté internationale peut donner, pas simplement pour des raisons utilitaires, pour défendre la forêt, parce que la forêt, c'est à la fois très beau, et puis c'est la biodiversité, etc., mais aussi, encore une fois, parce que c'est le milieu de vie des Amérindiens. Et ça, je pense que peut-être ça peut avoir un effet. Oui. Mais alors, du coup, quand on prend votre livre, Philippe Descola, Les formes du visible, autrement dit, une analyse de la figuration, et qu'on met ça en rapport avec ces défigurations du monde qui sont à l'œuvre, est-ce que ça, par exemple, ça constitue les deux pôles aujourd'hui de votre travail d'anthropologue? Alors, c'est le prochain livre. Je voulais pas spoiler, divulgacher votre prochain livre. Qui va porter sur le paysage.
et qui va porter donc sur les différentes formes de faire paysage. Il y a celles qui nous sont familières en Europe et peut-être même aussi en Extrême-Orient, qui consistent soit dans l'art des jardins à transformer en signes des sites, soit à les figurer dans des représentations en 2 dimensions, mais dans bien d'autres régions du monde, on fabrique aussi des sites qui sont des signes de quelque chose. Et les jardins à Tchoir, par exemple, qui sont des jardins de polyculture vivrière, on plante du manioc, etc., sont des signes d'une manifestation par les Amérindiens à la fois de possession et de dépossession. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, il y a de très nombreuses formes de faire paysage, et puis il y a aussi de nombreuses formes de défaire le paysage. Alors, parce que j'imagine que si l'on représente les choses au travers d'un tableau ou d'une peinture différemment, c'est le thème de votre livre, eh bien, on ne voit pas la nature, le terme ne va pas vous plaire, mais on ne voit pas la nature, on ne voit pas les paysages de la même façon non plus. Pour revenir à l'exemple amérindien, pour la forêt qu'ils ont progressivement transformée, dont la composition floristique en tout cas a été transformée du fait de leur action, elle est vue comme un espace cultivé par les esprits. Et donc, lorsque l'on fait un jardin, lorsqu'on ouvre un essart au milieu de la forêt pour y planter du manioc et d'autres plantes cultivées, qu'est-ce qu'on fait? On substitue le jardin des humains au jardin des esprits. Et évidemment, ça suppose toutes sortes de négociations avec les esprits, etc. Donc, ce n'est pas du tout un espace sauvage, c'est un espace cultivé. Dernière question, Philippe Descola. Votre maître, Claude Lévi-Strauss, était extrêmement inquiet, presque amer de la disparition des cultures premières lorsque vous voyez les Indiens à Achuar aujourd'hui dans leur lutte. Est-ce qu'il avait raison? Est-ce qu'il était trop pessimiste? C'est-à-dire que les civilisations changent et un anthropologue, au fil de sa vie, voit se transformer progressivement des populations qu'il a connues dans sa jeunesse et qui sont devenues progressivement autre chose. Alors, qu'il y ait de la perte, sans aucun doute, mais il y a en même temps des choses qui subsistent. Et on peut dire, par exemple, qu'il y a quelque chose on évoquait tout à l'heure Belmondo et l'esprit français. Il y a quelque chose de l'esprit français qui subsiste et qu'on trouve dans la littérature du XVIIIe siècle et qui subsiste maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Français maintenant? Est-ce qu'il est très différent de ce qu'il était au XVIIIe siècle? Oui, sans doute. Mais il y a quelque chose qui subsiste. On peut dire la même chose pour les Amérindiens. Alors, justement, Philippe Descola, vous êtes un grand anthropologue et vous publiez Les formes du visible aux éditions du Seuil. Je vous